Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, nous allons parler du redoublement à l'école. Alors, est-ce utile? Cela permet-il vraiment de rattraper du retard ou de mieux appréhender le reste de sa scolarité? Eh bien, c'est notre question du jour. On en débat dans un instant. Apprendre les gestes de premier secours aux enfants, c'est l'ambition de l'application Salvum. Son président sera avec nous dans quelques instants. Et enfin, on vous parlera du phénomène hikikomori. C'est le fait de se retrouver en situation d'isolement extrême, comme certains jeunes qui passent leur journée à jouer aux jeux vidéo sans aller à l'école. Ce sera dans la chronique de Mickaël Dorian. Mickaël que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Mickaël, on commence avec la campagne des législatives, avec l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy qui s'en prend à Emmanuel Macron et plus précisément à son bilan en matière d'éducation. François-Xavier Bellamy était sur France Inter cette semaine et alors que les Républicains ferment la porte à toute alliance, l'eurodéputé pointe du doigt le bilan d'Emmanuel Macron. Il le juge catastrophique et en particulier sur le sujet de l'école. L'avenir de la droite républicaine s'écrira dans l'opposition à Emmanuel Macron parce que nous connaissons son bilan et nous savons que ce bilan, ne parlons que des questions qui intéressent les Français le plus immédiatement aujourd'hui. Nous avons, et c'est encore une fois le bilan d'Emmanuel Macron qui est maintenant au pouvoir depuis 10 ans en réalité. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Nos élèves sont arrivés derniers en mathématiques dans toute l'Union européenne. Effectivement, les derniers en maths, on en a beaucoup parlé dans le grand JT et ça fait l'occasion à chaque fois de la question du jour. On en reparlera bien évidemment ici. Les vœux sur Parcoursup, c'est terminé. Mais pas pour tous. En effet, si vous souhaitez, après le bac, intégrer une formation en apprentissage, il est encore possible de formuler des vœux comme pour les formations classiques. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux et vous avez en revanche jusqu'au 14 septembre pour le faire. Explication en images. Pour suivre une formation en apprentissage après le bac, il faut demander une formation sur Parcoursup et signer un contrat avec un employeur. Vous devez avoir moins de 30 ans à la signature du contrat. Chercher un employeur dès que possible, c'est la condition pour être accepté dans une formation en apprentissage. Pour démarrer votre recherche de contrat, ayez les bons réflexes. Consultez notre checklist sur parcoursup.fr ainsi que le site La Bonne Alternance pour trouver les entreprises qui recrutent régulièrement des apprentis. Et prenez contact avec les CFA ou les établissements qui vous intéressent car ils vous aident dans vos recherches. À savoir, grâce au plan de relance, il existe des aides financières pour faciliter le recrutement des apprentis et l'entrée des jeunes en CFA. Et puis si vous passez le bac cette année et que vous venez de vous rendre compte que vous n'avez pas de pièce d'identité valide, et bien surtout, pas de panique. Oui, bonne nouvelle pour vous. Le ministère de l'Éducation nationale informe que si vous passez le bac ou tout autre examen ou concours cette année, vous pouvez présenter une pièce d'identité expirée. Alors attention, elle doit être expirée depuis moins de 5 ans. Ça laisse quand même de la marge. Un hôpital de doudou pour dédramatiser les soins des enfants, c'est l'idée de l'association Pharmavie. Créé à l'Institut européen de lutte contre le cancer Gustave Roussy, ce mini-hôpital n'est pas tout à fait comme les autres. Les patients sont des doudous et les médecins des enfants. Des enfants qui font semblant de faire passer des examens médicaux à leur peluche, une façon de mieux faire comprendre le traitement aux enfants, explique Stéphanie Boll. Elle est oncologue et radiothérapeute à l'Institut Gustave Roussy. Elle était interrogée sur Europe 1. La radiothérapie, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ça ne se sent pas. Donc le fait d'avoir un doudou à qui on peut faire le traitement, ça permet de mieux illustrer le traitement et de faire plus facilement comprendre aux enfants comment les séances se passent. C'est une tellement bonne idée, franchement, Ils sont absolument géniaux. Sur Europe 1, Julie Gaillet était invitée ce jeudi pour parler de la mini-série de TF1, Une mère parfaite. Une mini-série dans laquelle elle interprète le rôle de Hélène, une mère dont la vie bascule le jour où elle apprend que sa fille est accusée de meurtre. Interrogée par Philippe Vandel, Julie Gaillet a notamment évoqué la complexité des relations parents-enfants. Ce qui est très difficile, c'est que nos enfants veulent nous protéger. C'est ça le pire. Alors, on a beau... Alors, j'ai toujours essayé d'être très à l'écoute, de les aimer le plus que je pouvais, mais en sachant que ça allait être compliqué, qu'ils ne me parleraient peut-être pas. Donc, essayer d'être... Mais on n'est pas parfaite. Donc, on fait comme on peut et on essaie de donner de l'amour. Voilà, Une mère parfaite avec Julie Gaillet, Thomas Sisley et Éden Ducourant. C'est ce soir 21h10 sur TF1. Oui, c'est vrai, on n'est pas parfait, il faut se le redire tout le temps, ça fait du bien quand même. C'est vrai. Cela sert-il à quelque chose de redoublé? Et si oui, à quoi? On en parle tout de suite dans la question du jour.
Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir en plateau Stéphanie Devancet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère nationale du SE-UNSA, qui est le syndicat des enseignants du premier et du second degré. Et vous êtes en charge des missions spécifiquement du premier degré. C'est ça. Également en plateau, enfin en Skype avec nous, mais sur ce sujet, Caroline de Pascal, bonjour. Ravie de vous avoir. Vous êtes enseignante, doctorante et vous avez écrit une thèse sur le redoublement. On est ravis justement de pouvoir parler de ce sujet très important qu'est le redoublement et qui touche en fait beaucoup de familles et beaucoup d'élèves de manière générale. Alors, le redoublement déjà, est-ce que ça a toujours existé, Caroline de Pascal ? Bon, ça, c'est une vaste question et je ne suis pas historienne de l'éducation, donc je ne pourrais pas répondre avec précision là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que dans les systèmes éducatifs actuels, le redoublement est massivement employé comme manière de remédier à l'échec scolaire. Vous savez, vous, si ça fait longtemps que le redoublement existe ? Alors pareil, Caroline je ne saurais Pascal, pas dire si ça fait longtemps. Par contre, ce n'est pas employé dans tous les pays. Et ça fait très longtemps qu'il existe en France et qu'on essaye de le réduire. Mais il y a des pays où le redoublement n'existe pas. Alors effectivement, Najat Vallaud-Belkacem avait décidé de pouvoir limiter un maximum le redoublement. Jean-Michel Blanquer y a repensé encore récemment. Comment c'est pris en général par les familles, Stéphanie Devancet ? Car le redoublement est souvent proposé comme une chance de soi-disant pouvoir faire mieux, alors que c'est plutôt pris aussi comme un échec par beaucoup d'enfants et surtout par les parents. Alors, ça dépend. Il y a des parents que ça rassure, il y a des parents qui sont complètement opposés. Mais moi, je pense qu'il faut surtout parler de la pertinence ou non du redoublement. Et là, peut-être que... Caroline de Pascal va pouvoir répondre. Pourrait nous éclairer. Alors, la pertinence du redoublement, justement, Caroline de Pascal, qu'en est-il ? C'est une vraie question et c'est la question à laquelle les enseignants tentent de répondre toute l'année scolaire. C'est-à-dire que le but, c'est de comprendre pourquoi il y a un échec scolaire, pourquoi l'élève, par exemple, ne bénéficie pas de la remédiation, et de là, se demander si le redoublement est adéquat ou si, au contraire, l'élève risque de répéter finalement la même année et que ça ne sera pas finalement très pertinent pour lui de répéter cette année. Et en tout cas, les enseignants sont très conscients de ce choix qui est très difficile. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet, alors articles de journalistes, articles aussi réalisés par les enseignants, ou en tout cas avec l'aide d'enseignants, et la plupart, effectivement, disent que très souvent, l'élève reproduit la même année que la précédente, finalement, lorsqu'il redouble. Ben oui, parce qu'en fait, c'est très contre-intuitif. On a l'impression qu'un élève qui est en échec scolaire, qui n'y arrive pas, le fait de lui donner du temps va lui permettre d'y arriver. Et c'est logique d'avoir cette première idée, je dirais, naïve. Et c'est normal que le grand public et les parents aient cette idée en tête. Mais quand on est enseignant, on se rend assez vite compte, au bout de quelques années d'enseignement, que si on n'a pas trouvé une solution au problème, avoir plus de temps tout seul ne règle pas la question. Soit l'enfant a besoin d'une aide spécifique, d'un soin, d'une rééducation orthophonique, soit il est trop perturbé pour apprendre. Hein. On a des enfants qui sont dans des états et dans des situations où on comprend qu'ils ne soient pas en état d'apprendre. S'il y a de la violence à la maison, par exemple, on imagine bien qu'apprendre à lire et à écrire n'est peut-être pas la priorité du moment. Et si ces choses-là ne sont pas réglées, évidemment que de refaire une année ne sert strictement à rien. Alors, il y a effectivement refaire une année dans le premier degré, puis refaire une année dans le second degré. Il y a quand même deux choses très différentes. Souvent, on ne redouble pas dans le primaire. Est-ce que c'est assez logique, puisqu'on se dirait que si les acquis fondamentaux ne sont pas là, savoir lire et écrire, par exemple, est-ce que c'est utile plutôt de redoubler tôt, avant la 6e, ou est-ce que les redoublements se font parce qu'habituellement, ils se font en 3e ou en seconde ? Alors, depuis quand même assez longtemps, et même avant Najat Vallaud-Belkacem, le redoublement était largement limité, aussi bien dans le premier que dans le second degré. Alors, ça s'est accentué ces dernières années, même si Jean-Michel Blanquer a eu l'air de faire un retour en arrière, c'est quand même encore largement déconseillé. Et moi, je suis d'accord avec le fait que ce soit déconseillé, parce que statistiquement, les études, vous nous le confirmerez, vont toutes dans le même sens. Au mieux, ça ne sert à rien. Et au pire, ça enfonce l'élève dans la mesure où ça attaque son estime de soi, où ça le coupe de ses camarades. Il vaut beaucoup mieux éviter le redoublement et agir en amont et éventuellement en aval si on n'a pas pu réussir en amont, c'est-à-dire le faire passer dans la classe supérieure avec un accompagnement adapté aux difficultés qu'il présente. Alors justement, l'accompagnement, on va en parler parce que c'est un accompagnement aussi qui coûte cher, aussi bien à l'établissement qu'éventuellement aux parents. Mais on va en parler juste après. Juste une réaction par rapport à l'impact psychologique, Caroline de Pascal, justement sur le redoublement, pour les enfants comme pour les familles.
Oui, en fait, effectivement, c'est intéressant ce qui vient d'être dit parce qu'on peut réagir. En fait, les études qui ont une vingtaine d'années disaient que le redoublement n'avait pas forcément d'effet positif et voire, dans le meilleur des cas, était nul. En fait, aujourd'hui, les dernières études sur la question, en fait, depuis une vingtaine d'années, montrent qu'on ne sait pas si le redoublement a des effets positifs ou négatifs. C'est-à-dire que ces études montrent que le redoublement, en moyenne, ne produit pas d'effet sur certaines dimensions comme les réussites scolaires, les résultats scolaires, l'effet psychosocial, etc. Donc en fait, c'est très compliqué de commencer à dire que le redoublement produit ou ne produit pas d'effet. Ce qu'on peut dire, c'est que certains élèves vont en bénéficier et que pour certains élèves, ça va être très compliqué. Mais aujourd'hui, commencer à trancher en disant que le redoublement est négatif et par exemple qu'il faut s'abstenir de s'en servir, c'est aller à l'encontre de travaux qui ont maintenant une vingtaine d'années et qui montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça de conclure. Donc ici, ce qu'on pense, c'est qu'il faut comprendre ce qui fait qu'un élève va en bénéficier et on pense qu'il y a vraiment pour certains élèves des réels bénéfices et que de l'autre côté il faut vraiment essayer de prévenir le redoublement pour certains élèves qui finalement vont pâtir au niveau psychologique comme on le dit de cette année supplémentaire. Mais alors comprendre, prévenir, ça implique évidemment beaucoup de temps. Et beaucoup de prise en compte de la part des enseignants et de tout le personnel éducatif qui est autour de l'élève qui est en difficulté en question. Donc est-ce que l'école a les moyens de cela ? Stéphanie Devancey. Bien oui, notamment si on évite justement le redoublement qui coûte très cher. Alors, pour préciser quand même, c'est le redoublement massif et systématique comme solution à l'échec scolaire qui est inefficace. Évidemment que pour certains cas très particuliers, d'élèves en situation de handicap, d'élèves qui ont eu plusieurs mois d'absence pour cause de maladie, etc., je ne dis pas que, bien entendu, les études auraient montré que le redoublement n'est efficace pour aucun élève. Je dis juste que globalement, ce n'est pas un système qui vaut le coup. Oui, mais après, comme tout, il faut des moyens et on manque cruellement de moyens, notamment dans tous les accompagnements psychosociaux. On avait aussi dans les écoles des RASED complets, des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté qui ont largement été décimés depuis un peu plus de 10 ans maintenant, qui permettaient d'éviter un certain nombre de décrochages. Et on parle beaucoup d'inclusion scolaire. Maintenant, on est de plus en plus conscient sur le fait que beaucoup de mauvais élèves sont en fait des élèves qui ont des troubles ou qui ont des handicaps que maintenant on sait beaucoup mieux diagnostiquer. Alors les diagnostiquer c'est super, mais il faut aussi les accompagner, il faut aussi donner des soins aux enfants qui en ont besoin. Et là, les enseignants et l'école ne peuvent pas tout. Elle peut être la plaque tournante où les choses s'organisent, mais ça suppose des moyens, ça suppose des classes pas trop lourdes, ça suppose des enseignants spécialisés. Ah ben non. Ce qui n'est pas le cas. Et puis déceler un enfant, par exemple, qui est dyslexique, ne serait-ce que dyslexique ou dysprasique, ça prend beaucoup de temps. Et ça nécessite aussi une médecine scolaire suffisamment équipée, équipée n'est pas le bon terme, avec suffisamment de médecins et d'infirmières scolaires, ce qui n'est absolument pas du tout le cas pour l'instant. C'est pas... Là, on fait vraiment reposer sur les enseignants et aussi beaucoup sur les parents, le poids de trouver des solutions de briques et de broc, alors qu'il y a vraiment un manque de moyens manifeste. Alors déjà Stéphanie Devancey, j'ai pas l'habitude de donner mon avis sur un sujet, mais je suis d'accord avec vous, je pense que c'est un tort de faire redoubler un élève. Je voudrais comprendre qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que lorsqu'il manque un acquis à un élève, eh ben, il est perdu finalement et que ça va le desservir dans la suite de ses études. Parce que c'est souvent l'argument qui est donné aux parents. Oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est contre-intuitif. En fait, on a une idée, nous adultes, on oublie comment ça s'est passé pour nous quand on était enfant. On a vraiment l'idée que les choses s'apprennent brique par brique, les unes après les autres, un peu comme le b.a.-ba pour la lecture. Et ça nous paraît logique que ça fonctionne comme ça. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. On sait tous, adultes maintenant, si on veut acquérir quelque chose de nouveau, que ce qui va compter avant tout, c'est pas forcément les bases, c'est la motivation déjà qu'on va avoir pour les acquérir. Et alors pour le coup, après avoir travaillé 8 ans en réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, j'ai vu des enfants rattraper un an et demi de retard sur les fondamentaux en quelques semaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé
Alors, on ne trouve pas à tous les coups et c'est pas toujours facile. Mais quand on a trouvé le déclic qui déclenche la motivation de l'enfant, ou quand on a réglé le problème qui l'empêchait d'apprendre, surtout les enfants jeunes sont tout à fait capables de rattraper extrêmement vite et de façon extrêmement impressionnante ces fameuses bases qui manqueraient. Et c'est là aussi où c'est dangereux, du coup, de les mettre en insécurité psychologique qui peut faire plus de mal que de bien. Oui, c'est ça. La sécurité psychologique, vous en avez parlé. J'imagine que vous avez travaillé dessus, Caroline de Pascal, sur votre thèse sur le redoublement. Comment travailler autrement pour pouvoir justement faire en sorte que ce redoublement soit bien pris par l'élève en question quand, effectivement, il est utile dans quelques cas? Alors déjà, je pense que c'est plus que quelques cas, parce qu'en fait, on parle souvent du redoublement de manière un peu générale, générique ici, hein, mais en fait, chaque cas de figure est différent. Et donc, on peut par exemple comprendre qu'un élève qui a été absentéiste une partie de l'année scolaire ou une grande partie de l'année scolaire, qui ne s'est peut-être pas présenté au contrôle en classe durant l'année scolaire, et qui donc a des résultats qui à la fois ne sont peut-être pas à l'auteur, mais qui en plus adoptent un comportement qui interpelle aussi les autres élèves, hein, qui se disent mais pourquoi cet élève qui est souvent absent réussirait son année scolaire? Là, ici, c'est un cas de redoublement, par exemple, qui n'est pas lié à peut-être une situation de handicap ou des difficultés d'apprentissage, mais qui, en fait, est légitime tant aux yeux des enseignants que des autres élèves de la classe, parce que ça justifie leur travail à eux. Et donc, là, le côté psychologique... Excusez-moi, pour bien comprendre, parce que comme je veux être très claire là-dessus, vous voulez dire que, par exemple, un enfant qui ne va pas suffisamment à l'école ou qui n'aurait pas... Moi, j'ai plutôt étudié les adolescents. Un adolescent, d'accord. Qui ne va pas suffisamment au collège, donc, et qui aurait raté, par exemple, 2 ou 3 DS, mais qui aurait plus. Admettons qu'il en aurait raté 2 ou 3, d'accord, et qu'il a une moyenne... pas terrible, mais correct. Vous justifiez le redoublement dans ce cas? Alors déjà, c'est pas moi qui justifie, mais première chose, les enseignants se basent toujours sur les résultats scolaires pour décider du redoublement. Donc par exemple, on va prendre 2 ou 3 élèves qui ont 8 sur 20 de moyenne. Et ensuite, la question, c'est comment on choisit ou pas de faire redoubler et quel est l'effet que ça produit ou pas de choisir le redoublement. Et on oublie que le redoublement a non seulement un effet sur l'élève, mais sur l'ensemble de la classe. Et donc, un élève qui n'adopte pas les comportements attendus par l'école, des comportements scolaires qui permettent la réussite scolaire, eh bien, dans le cas d'un échec scolaire qui justifie déjà par lui-même le redoublement, c'est un argument supplémentaire pour dire qu'on choisit le redoublement pour cet élève-là. Donc ça peut par exemple concerner un élève qui ne maîtrise absolument pas les comportements scolaires, qui ne sait pas quand lever la main, qui ne sait pas quand poser une question, qui ne sait pas qu'il faut faire des devoirs d'une certaine manière ou apprendre les cours d'une certaine manière. Là, les enseignants vont se dire, en plus de l'échec scolaire, il y a des apprentissages qui doivent être faits et qui vont peut-être permettre d'améliorer les résultats scolaires au long cours. Et deuxième cas, on peut aussi penser à un élève qui est fortement absentéiste. On parle d'absentéisme, ou même de décrochage scolaire. On ne parle pas de juste sécher 1 ou 2 cours. Hein. Mais dans le cas d'absentéisme ou de décrochage scolaire profond, il y a un vrai enjeu de légitimité de l'école que de dire est-ce que je garde ou pas cet élève dans ce niveau ? Parce qu'après, il faut comprendre que les autres élèves, ils regardent ce qui se passe, ils vont aussi parler, ils vont interpeller les enseignants en cours pour dire pourquoi tout le monde passe alors que tel élève, il a été absent un tiers de l'année, par exemple. Donc, alors, j'entends très bien. Oui, je comprends très bien la difficulté, effectivement, du choix qui doit s'opérer, effectivement, pour les enseignants, pour savoir si oui ou non il faut redoubler ou pas, faire redoubler les enfants ou pas. La question se pose aussi, lorsque je vous écoute, aussi de cette fameuse création de petits soldats, c'est-à-dire d'enfants qui se ressemblent tous, qui doivent être tous de la même manière, qui doivent tous, effectivement, lever le bras, etc. On a aussi envie de cette école, aujourd'hui, on l'a pensé plusieurs fois différemment, cette école qui justement intègre tous les enfants différents et peut-être donne envie d'apprendre autrement. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est une possibilité aussi pour vous, Stéphanie Devancet, de penser autrement l'école? Pour être claire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre et je suis désolée si des enseignants raisonnent comme ça. Il faut s'intéresser à ce qui convient à cet enfant, pourquoi il est en difficulté, à cet adolescent. Et après, on est tout à fait capable, les enfants et les adolescents sont tout à fait capables de comprendre que l'élève qui se comporte de cette manière, ce n'est pas qu'il est passé en n'ayant pas travaillé et qu'il réduit leur travail, mais qu'il rencontre des difficultés particulières. On peut lui expliquer. Je ne dis pas qu'il ne le vivra pas de façon injuste, mais
le redoublement n'est pas une punition, n'est pas une sanction pour des comportements et on risque au contraire d'aggraver le problème d'absentéisme en faisant redoubler l'enfant. En tout cas, c'est à peser finement et ça ne peut pas être la justification. Et on ne s'appuie pas que sur les résultats scolaires pour décider du redoublement ou non d'un enfant. On s'appuie aussi sur le fait que, est-ce que vraiment, dans son cas particulier, refaire l'année va être quelque chose qui va lui convenir, le sécuriser, lui apporter quelque chose, ou est-ce que ça ne va que l'enfoncer dans ses difficultés? Donc, j'ose espérer que ce cas de figure se produit le moins souvent possible dans le second degré, comme dans le premier degré. Ben oui, non, mais effectivement, ça se pose la question de cette nouvelle chance, ou alors effectivement de cette idée de punition, et c'est ce on imagine, on ne souhaite pas. Alors, il y a aussi les cas de redoublement. Alors là, évidemment, j'imagine que vous avez tous hurlé, mais enfin, je le pose quand même, et je le dis quand même, parce que des familles se posent la question de cette moyenne de l'élève qui n'est pas forcément terrible, où on se dit, tiens, c'est quand même mieux de le faire redoubler parce que moi, je n'ai pas du tout envie que ma moyenne de l'établissement baisse. Est-ce que c'est une réalité, ça? Non, parce que faire redoubler beaucoup d'élèves dans son établissement est mauvais pour les... Si on se préoccupe de l'image de son établissement, c'est pas bon du tout de faire redoubler non plus. Ce qui se produit dans certains... Le classement, c'est pas au niveau du bac? Oui, mais ce qui se produit dans certains établissements privés qui ont le droit de le faire, c'est de présenter en candidat libre des élèves pour ne pas assumer leur éventuel échec au bac dans leurs résultats. Mais bon, là, on est dans du trucage de chiffres. Oui, non, je ne parle pas de ça. Voilà. Moi. Je parle plus de l'idée de faire redoubler. Non, c'est pas bon de faire redoubler ça. Et puis un élève qui redouble, c'est pas forcément... Ils le savent, les chefs d'établissement, qu'un élève qui redouble, ce n'est pas un élève qui va mieux réussir la deuxième année. Ah non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je pose la question de savoir si dans un établissement, est-ce qu'on chercherait à en fait faire redoubler les enfants, enfin les élèves qui sont moins bons, de manière à ce que les chiffres pour la première et la terminale soient les meilleurs possibles pour leur classement, pour le classement de l'établissement. Oui, mais ceux qu'on va faire redoubler, ils seront en première l'année d'après, avec des résultats peut-être meilleurs. Eh bien. Un chef d'établissement qui a un tout petit peu de bouteille, c'est que ça ne sera pas meilleur et que ça va plomber son taux de redoublement, ça va faire des parents mécontents. Et l'élève n'aura pas progressé. L'élève n'aura pas donc dans la majorité des cas, n'aura pas progressé. Donc vous dites que pour vous, le redoublement ne sert à rien finalement. Oui, moi j'en suis convaincue. Alors ceci dit, s'il y a des nouvelles études plus récentes qui montrent ça, je serais très très intéressée de les lire et de les découvrir. Caroline de Pascal a une réaction par rapport à cela. Moi, je n'ai pas constaté dans mes observations qu'il y avait une telle instrumentalisation des élèves dans le choix du redoublement. Au contraire, je trouve que les équipes éducatives, en tout cas dans mes observations, elles tentent toujours de prendre le meilleur choix au regard de ce que l'élève a fait durant l'année scolaire et de pouvoir trouver une solution pour remédier au long terme. Alors, ça ne veut pas dire que les établissements scolaires n'ont pas une politique plus générale par rapport au redoublement qui leur permet de se différencier les uns des autres. C'est ce qu'on appelle une fonction latente du redoublement, c'est-à-dire quelque chose auquel le redoublement sert sans que ça soit sa fonction officielle. Donc, par exemple, le redoublement sert aussi à gérer l'hétérogénéité des classes, faute d'avoir des classes de plus petit nombre ou d'autres manières de gérer l'hétérogénéité des élèves. Les élèves les plus faibles redoublant, les classes sont moins hétérogènes. Et pour certains établissements, la politique en matière de redoublement sert aussi à se positionner, à se démarquer d'autres écoles, par exemple en étant plutôt strict, en faisant redoubler des élèves. C'est une manière de se démarquer comme une école qui a de l'exigence, ou alors une autre école peut décider de se démarquer via une politique d'école d'accueil, d'école pour tous, en ne faisant pas redoubler ses élèves. Mais donc ça, c'est des politiques plus générales, et en tout cas dans les observations que j'ai faites de conseil de classe, je n'ai jamais vu une équipe éducative décider ou non du redoublement d'un élève avec des résultats un peu moyens en se disant ça va gonfler les chiffres l'année suivante. Moralement, en tout cas, ça serait inacceptable. Okay. Caroline de Pascal, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Stéphanie de Vancé est revenue d'ailleurs là-dessus quand vous avez dit que les enseignants choisissaient le redoublement souvent en fonction des résultats de l'élève. Est-ce que finalement, c'est pas là où est le problème? Parce qu'on a beaucoup parlé des notes sur ce plateau dans le Grand JT de l'éducation, notamment de leur subjectivité. Est-ce que c'est pas un souci, ça, finalement? De choisir par la note.
partir du moment où le système scolaire il est fondé sur la note, c'est un peu compliqué de s'en passer. C'est compliqué autant du point de vue des enseignants que des élèves que des familles. S'il n'y a pas de problème a priori à dire qu'on ne se fonde pas sur la note scolaire pour choisir ou non de faire redoubler les élèves, mais dans ce cas, il faut que le système éducatif complet sorte de cette notation. Or, en France, il me semble que vous avez toujours un baccalauréat à la fin de la terminale avec des notes, et donc il y a aussi cette idée de l'évaluation qui reste présente. Et donc souvent, on fait un peu peser sur les épaules du redoublement d'autres critiques qui sont plutôt liées au système éducatif et à ce qu'il vise. Quand on critique le redoublement et le fait qu'il maintienne des élèves qui n'ont pas les résultats adéquats, est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de discuter du fait qu'on est dans un système éducatif méritocratique, fondé sur des résultats à atteindre, des paliers à atteindre? Et donc, ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'au lieu de discuter concrètement de ce qu'on veut comme système éducatif, on parle du redoublement, on va peut-être critiquer les enseignants qui font usage du redoublement, alors qu'eux-mêmes sont dans ce système éducatif-là et qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire changer ses finalités générales. Oui, je comprends. Le système de la méritocratie, tout ça, il faut repenser l'école. Et bien entendu, là, on parle sur le redoublement et sur les notes. Il y a les notes, mais il y a quand même des appréciations. Il y a plein d'autres choses qui sont prises en compte, quand même. Oui, puis il y a quand même un mouvement qui est largement amorcé, qui n'est pas terminé, justement, de limiter le pouvoir des notes. Il ne faut pas confondre évaluer et noter. Évaluer est totalement indispensable, parce qu'il faut bien savoir à un moment donné où nos élèves en sont. Il faut qu'eux-mêmes sachent où ils en sont, ce qu'il leur reste à apprendre et ce qu'ils ont bien acquis. Mais il y a d'autres méthodes que la note. Alors c'est compliqué, notre société, notre système résiste très fort. Il y a quand même, enfin j'imagine que sur votre chaîne, vous le savez, un fort mouvement pour les classes sans notes, pour le travail par compétences et pour la prise en compte d'autres critères. Je pense... Ce qui est contesté aussi, hein. Oui, je sais. Mais je pense quand même qu'il y a très peu de redoublements qui sont décidés sèchement, uniquement sur les notes. Les notes reflètent quand même un certain niveau scolaire de l'enfant, même si elles sont très imparfaites. Et c'est un critère parmi d'autres. Mais évidemment que la capacité de l'élève à rebondir et la nature de ses difficultés vont vraiment rentrer en compte. Et sa capacité aussi à bien supporter ou à mal supporter l'idée du redoublement vont rentrer en ligne de compte dans la décision. Alors justement, tout à l'heure, vous évoquiez... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai trouvé que les équipes éducatives, les enseignants, ils sont très sensibles à toutes les autres dimensions autour de la note. D'ailleurs, les situations où on fait redoubler un élève juste parce qu'il est en échec scolaire, bon, ça, je ne l'ai pas observé. C'est toujours l'échec scolaire qui interpelle. Là, ça amorce une réflexion et ensuite, on se pose la question, est-ce que cet élève-là va en bénéficier? Est-ce qu'il va s'améliorer? Est-ce qu'il a la capacité de rebondir, comme vous le dites? Et donc ça nous montre quelque chose. Ça montre que les enseignants, les éducateurs, tous les acteurs scolaires, ils sont très sensibles au bien-être de l'élève. Et la note scolaire, même si c'est l'amorce de la discussion, c'est jamais l'alpha et l'oméga du redoublement. Alors, ils sont très sensibles, effectivement, dans le meilleur des cas. En tout cas, ils ont envie de l'être parce qu'on se doute bien que tous les professeurs sont bienveillants à la base. Mais le problème, c'est que les professeurs sont épuisés, sont exsangues. Il y a eu déjà toutes les politiques qui ont été menées avant, plus, évidemment, cette pandémie, ce Covid, cette situation de réforme qui n'est pas simple à gérer et puis qui a été vraiment contestée pour beaucoup, qui va certainement être remise en question, là, avec ce nouveau quinquennat. Donc, dans quel état d'esprit sont les profs aussi? Je parle, bien sûr, pas de manière générale, mais par rapport au redoublement. C'est pas évident aussi d'être dans cette situation-là et puis aussi de se battre avec certains parents qui refusent cette situation. Alors, je pense pas qu'ils soient particulièrement épuisés par rapport au redoublement. L'épuisement est général et ce n'est pas que les profs. Je pense que toute notre société a bien morflé suite à la crise sanitaire et était déjà probablement fatiguée avant. On ne se bat pas contre les parents. Un parent qui refuse un redoublement, il obtient quasiment toujours gain de cause. Je pense que... Si, quasiment toujours. Ah oui. C'est rare déjà que l'équipe résiste jusqu'à aller en commission. Et en commission, il faut vraiment que ça soit très massif pour qu'on donne raison aux enseignants. Et je trouve Premier et second degré. Oui, et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en fait, c'est quand même le parent qui connaît le mieux son enfant. Et si le parent ne le vit pas bien et que son enfant ne le vit pas bien, de toute façon, c'est certain que le redoublement ne servira à rien. Donc ça peut paraître injuste par rapport aux enseignants qui n'ont pas proposé ce redoublement à la légère, mais s'ils n'ont pas réussi à convaincre les parents, je trouve que c'est pas plus mal que... très souvent, l'affaire est lâchée, c'est-à-dire que le redoublement est proposé officiellement, les parents viennent rencontrer...
le professeur principal ou le principal, suivant comment la procédure se passe dans l'établissement, pour en discuter. Et si on sent que les parents sont vraiment très très opposés, on prend acte. Il y a assez peu de situations qui partent en commission. Parce qu'il y a le risque aussi que les parents reproduisent tout simplement leur propre schéma, se disent alors moi j'ai redoublé, j'aimerais pas que mon fils revive la même chose, ou alors à l'inverse, il est vraiment pas au niveau et il se doit de faire une filière générale par exemple parce qu'il refuse la filière spécialisée ou autre ou professionnelle, et donc du coup il pousse à ce que l'enfant gagne un maximum en apprentissage et en compétences. Oui, c'est aussi douloureux pour les parents, c'est aussi une blessure narcissique, c'est aussi quelque part on échoue quand son enfant échoue à l'école, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit sur le moment, et c'est vrai que c'est aussi le travail des enseignants d'aider les parents à voir les choses à long terme et à dédramatiser. Une année de retard dans un cursus complet, si elle est vraiment pertinente et accompagnée et surveillée comme il se doit, ça peut vraiment valoir la peine. Alors, pertinente, surveillée, accompagnée, tout ça, je le disais, ça coûte de l'argent. Oui. Ça coûte de l'argent à la fois à l'école et ça peut coûter de l'argent aussi aux familles, bien entendu, car on l'a vu pour beaucoup d'enfants, alors soit pour les nôtres, soit pour ceux qui nous entourent, et vous, dans votre métier, tout comme vous, j'imagine, Caroline de Pascal, lorsque vous avez fait votre métier ou cette thèse, effectivement, il faut pouvoir accompagner ces enfants qui sont en difficulté à l'école et en dehors de l'école. En dehors de l'école, ça coûte beaucoup d'argent aussi. C'est un accompagnement qui se fait, par exemple, avec des étudiants qui viennent ou avec les parents qui donnent de leur temps aussi et de leur énergie. C'est pénible, c'est du conflit familial, mais c'est aussi au sein de l'école. Qui paye ça? Qui génère ça? Est-ce que c'est l'école, cet établissement qui propose une aide? Comment ça se passe concrètement? Ça dépend de quelle aide a besoin l'enfant. S'il a besoin de soins ou de rééducation orthophonique, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Quand on est dans un établissement public? Dans tous les établissements. Aussi. Si on s'adresse au CMP, c'est gratuit pour les parents. Ouais. Alors, bien entendu, j'ai l'air d'annoncer une bonne nouvelle. Ils sont absolument débordés. Ils n'ont pas suffisamment de personnel. Et la crise n'a pas arrangé les choses. J'aime bien votre cynisme. Voilà, les séances d'orthophonie sont remboursées par la sécurité sociale. Mais pareil, il peut y avoir des listes d'attente très très longues. Je vous confirme. Moi, j'ai essayé d'en trouver un, ça a 1 an. Donc, ça n'est pas forcément une solution immédiate, et c'est toujours pareil, il y a des parents qui vont avoir les bons réseaux et les moyens de trouver une place plus rapidement et peut-être en attendant qu'il y ait une place chez l'orthophoniste, un soutien scolaire adapté payant, et d'autres qui n'auront pas forcément même l'idée que c'est pertinent pour leur enfant, pas le temps, pas les moyens de se déplacer aussi parfois. Moi j'ai eu des élèves qui n'allaient pas voir l'orthophoniste, même remboursé, parce qu'il fallait prendre le bus, aller dans la commune d'à côté, et que pour ces parents-là c'était trop compliqué à gérer. Alors, les enfants qui ont des difficultés scolaires, c'est-à-dire qui ont un besoin, par exemple, de soutien en maths. On est les plus mauvais en maths en Europe. C'est pas une nouvelle, c'est sorti, les chiffres sont très clairs. Un enfant qui est mauvais en maths, il est en 3e, par exemple, il doit choisir une spécialité l'année prochaine. Comment ça se passe? Qui va gérer ce soutien? Alors, il y a des soutiens aux devoirs dans les établissements, il y a un certain nombre de dispositifs. Après, ce qui est compliqué à partir du collège et encore plus au lycée, c'est qu'il faut vraiment que les enfants soient très volontaires, parce qu'on ne force pas un élève à faire des heures en plus dans l'établissement. Ni un professeur. Alors, les professeurs peuvent avoir des heures supplémentaires, et ça peut être des intervenants extérieurs. Ça, mais on ne les force pas. Voilà, non. Ils ont déjà des heures supplémentaires obligatoires, les professeurs, donc c'est déjà très compliqué et très lourd. Et on compte souvent leurs heures de cours et on oublie les heures de préparation et de correction qui font qu'ils ont beaucoup plus de travail que ce qu'on imagine. Effectivement, ils ne sont pas toujours en vacances, le fameux cliché. Non, mais pour en revenir, pour éviter ce redoublement et à tout ce qui est proposé justement comme soutien aux ces enfants qui finalement passent en classe supérieure et qui ont besoin de ce soutien après. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été pris en amont, et vous le disiez, c'est pris en aval, donc qu'est-ce qu'on fait après ? Alors après, moi j'ai une solution très concrète qu'on a proposée plusieurs fois, c'est qu'on enlève l'avantage fiscal des cours particuliers. Et on en profite, et avec cet argent, c'était énorme, les cours particuliers, ça représente une somme énorme. Alors je vais me fâcher avec les officines de cours particuliers, dont certaines font du bon boulot, d'autres moins. Et on utilise cet abattement fiscal pour financer des professeurs pour tous les enfants qui en ont besoin et pour qu'ils soient davantage accompagnés.
Pour que les professeurs au sein des établissements restent, par exemple, 1 heure de plus. Oui, ou pour payer des étudiants qui sont compétents, ou pour. Je suis sûre qu'on peut organiser un grand service public de soutien et de cours particuliers pour les enfants qui en ont besoin, si on décide de le financer. On finance des choses bien plus chères. Caroline de Pascal, votre sentiment, votre impression par rapport justement au coût que cela représente, le redoublement, à la fois pour l'école et pour les familles? Alors, juste par rapport aux cours que les profs donnent, les cours de remédiation, en Belgique, donc vu que je suis en Belgique, les professeurs ont dans leur emploi du temps régulièrement des heures de remédiation. Donc, il n'est pas rare d'avoir son emploi du temps avec, à la place de donner 2 heures de mathématiques, par exemple, de cours de maths, c'est 2 heures de remédiation mathématique qui permettent aux établissements, par exemple, d'organiser en interne des remédiations. Et alors, par rapport au coût du redoublement, souvent, on va dire que voilà, le redoublement a un coût, un surcoût très important qui est engendré par le fait qu'on répète une année scolaire entière. Mais ce qu'on peut aussi voir, c'est que si on supprime le redoublement sans toute autre forme d'accompagnement à la place, mais quel est le coût qui va être, par exemple, supporté par des élèves qui vont sortir sans diplôme de l'école et donc qui ne vont peut-être pas accéder à des emplois plus valorisés que d'autres. Ça peut être une forme de coût. Et puis, l'idée, c'est que si on réduit les coûts en supprimant le redoublement ou en le réduisant très fortement, effectivement, il faut réinjecter cet argent dans de la remédiation, dans de l'accompagnement. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe actuellement et qui est un peu regrettable, c'est que quand un élève redouble, il n'y a pas de fonds supplémentaires qui sont mis en place pour l'accompagner lors de son redoublement. S'il redouble dans le même établissement scolaire, il bénéficiera du même type d'accompagnement. Et c'est souvent un peu le questionnement des équipes éducatives, c'est de se dire, on a tout mis en place durant cette année scolaire pour essayer de résoudre les difficultés scolaires de l'élève. Si on le fait redoubler, on n'aura pas plus d'argent pour l'accompagner. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que justement, l'élève, lorsqu'il redouble, ça pourrait être intéressant de penser ça, de se dire, tiens, si le redoublement devient un peu exceptionnel, devient plus rare, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place pour aider cet élève durant cette année scolaire qui est plutôt difficile? Ce qu'on pourrait aussi penser, c'est effectivement d'augmenter l'accompagnement plus individualisé des élèves en difficulté durant l'année scolaire pour essayer au maximum de prévenir le redoublement, ou alors dans d'autres situations, ça peut être durant les vacances d'été, de pouvoir avoir accès, mais sans devoir, disons, débourser de l'argent et sans que ça accentue les inégalités sociales, on va dire, mais de pouvoir accéder à des rattrapages durant l'été, ce qui se fait dans certains pays aussi. Mais comment est-ce possible d'imaginer cela pendant les vacances d'été sans débourser de l'argent en plus? Enfin, il y a forcément quelqu'un qui va débourser de l'argent pour pouvoir payer ses professeurs qui vont être présents. Oui, les stages de remédiation scolaire pendant les vacances existent déjà. Mais oui. Je suis d'ailleurs pas forcément convaincue que de rajouter du temps d'école à des enfants en échec scolaire soit forcément la solution. Quelque part, ça ressemble au redoublement, c'est-à-dire tu n'y arrives pas, tu vas en prendre encore un petit peu plus. Il faut plutôt aménager l'école à l'intérieur. Alors là, je parle à long terme, évidemment, il n'y a pas de solution magique là d'un claquement de doigts pour demain, mais aménager l'intérieur de l'école pour que des temps différenciés permettent aux enfants qui ont besoin de raccrocher des wagons de le faire tranquillement. C'est notamment à ça que les réseaux d'aide du primaire servaient. Je parle au passé parce que même s'ils ne sont pas complètement décimés, maintenant ils interviennent sur les cas d'enfants les plus en difficulté, et ils n'aident plus les enfants qu'ils étaient en capacité d'aider efficacement. Donc ça, c'est... Il faut redonner l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Voilà. C'est ça. Oui, c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand les choses sont débloquées, les enfants apprennent très vite. Ils ont un cerveau très malléable, ils sont très très volontaires, pour peu qu'on ait débusqué et outillé là où ça pêchait. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Stéphanie Devancey, je rappelle que vous êtes conseillère nationale du SE-UNSA, le syndicat des enseignants du premier et second degré, et vous êtes en charge donc, du premier degré. Et Caroline de Pascal, pareil, enseignante doctorante en Belgique aussi. Et vous avez écrit une thèse sur le redoublement. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet important. On se retrouve juste après la pub. On vous parlera de l'appli Selvum qui forme les enfants aux gestes de premier secours. À tout de suite. De retour
retour dans le grand JT d'éducation, nous sommes ravis de retrouver Pierre Sabin. Vous êtes créateur et président de Salvum. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Salvum ? Alors Salvum est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous avons été même l'une des premières entreprises en France à obtenir l'agrément ESUS, d'entreprise solidaire d'utilité sociale, car notre but est de rendre le secourisme plus accessible, proche des gens, puisqu'on n'a pas tous un organisme de formation à côté de chez soi. Les gens ne les connaissent pas tous, à part la Croix-Rouge, les pompiers, qui sont très connus. Il y en a beaucoup d'autres, mais ils ne sont pas très connus. Donc, à travers une application numérique que nous avons créée, le secourisme va rentrer chez les gens. Et aussi, économiquement, c'est l'idée que l'utilisateur ne paye pas pour apprendre à sauver une vie dans un pays développé comme le nôtre. C'est quand même un comble qu'on doit payer pour apprendre à sauver une vie. Et ceux qui n'ont pas les moyens, malheureusement, ils ne peuvent pas apprendre à sauver les proches. Donc l'idée, c'est pour ça que notre modèle repose sur un financement par des mutuelles, des assurances, qui mettent à disposition nos ressources numériques auprès de leurs adhérents et des employeurs, des utilisateurs, et des employeurs auprès de leurs salariés. Et c'est comme ça que nous finançons. Et ensuite, l'objectif aujourd'hui, c'est Donc moi, Virginie, je veux m'intéresser. Je télécharge l'application Salvum. C'est ça ? Oui. Et après, qu'est-ce que je fais ? Et après, vous avez une formation en ligne qui est présentée sous un format assez ludique pour vous apprendre les gestes qui sauvent. Donc, on aborde toute la partie théorique, mais déjà, avec toute cette partie théorique, vous pourrez sauver des vies. Et bien sûr, on vous encourage après à suivre une partie présentielle et on peut vous aiguiller vers des partenaires qui sont situés sur toute la France et qui sont des associations agréées de sécurité civile et qui vous apprendront à faire le geste. Et j'insiste là-dessus que déjà commencer avec le numérique, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 personnes sur notre plateforme et l'année dernière, on a eu l'heureuse surprise d'apprendre ce qui était notre objectif, sauver des vies. Un enfant a pu être sauvé par sa grand-mère qui avait appris les gestes avec nos supports numériques sans avoir fait la partie pratique. Extraordinaire, parce que vous dites grand-mère et c'est pas innocent. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, une grand-mère aussi était... On dit souvent, non, mais les personnes plus âgées, elles n'ont pas forcément accès aux plateformes, aux applications, c'est pas leur truc. En fait, c'est faux. L'intérêt justement du numérique, c'est que ça touche tout le monde et que ça peut être effectivement gratuit. Et ce qui est étonnant sur notre plateforme, quand on regarde les tranches d'âge, c'est les moins de 25 ans et les plus de 65 ans qui sont le plus présents sur notre plateforme. Donc maintenant, on vise surtout les entreprises pour qu'elles mettent à disposition nos outils auprès de leurs salariés et qu'elles forment davantage. Alors comment réagissent-ils justement les entreprises quand vous venez les voir ? Est-ce qu'ils sont conscients de l'importance des gestes qui sauvent ? Alors oui, ils sont conscients parce que pour eux, c'est une problématique, surtout dans certaines entreprises ou de l'industrie où il y a des morts chaque année. Donc ça, c'est le pire qui puisse leur arriver. Mais également, le secourisme, c'est une action citoyenne, responsable et qui est bien vue par les salariés. Donc c'est aussi une action RSE pour les entreprises. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions RSE des entreprises qui mettent en place des actions pour que les salariés se sentent mieux. Et savoir qu'on peut être sauvé par un collègue, c'est quand même mieux dans une entreprise. Et en plus, depuis l'année dernière, plusieurs lois sont passées pour contraindre les entreprises à former davantage. Donc, elles ont cette envie du bien-être, on rentre dans le bien-être dans l'entreprise, et 2, les contraintes. Donc là, je ne vous cache pas, on a de plus en plus de demandes depuis un an. Et surtout depuis la sortie du Covid et la mise en place du télétravail. Et oui, évidemment. Alors ça, c'est pour les entreprises, mais il y a aussi à l'école. Tout à fait. Alors comment ça se passe à l'école ? Est-ce que cette petite mallette-là, Salvum, justement, a un lien avec l'école ? Racontez-nous. Ah oui, tout à fait. Alors on a commencé par adapter déjà notre outil pour les collèges. Donc au collège, ils doivent passer le PSC1, un premier secours civique de niveau 1, ou les gestes qui sauvent. Et donc il n'y avait pas de ressources numériques. Donc on a adapté notre outil pour les collèges. Et par exemple, en Seine-et-Marne, tous les collèges de Seine-et-Marne ont accès gratuitement à notre application en cliquant sur un bouton sur l'espace numérique de travail, car c'est pris en charge par le conseil départemental. Donc ça, c'est pour le collège. Donc ils ont accès, aux différents collèges, enseignement privé catholique également, utilisent notre outil pour former leurs élèves. Et il manquait les écoles primaires, donc les écoles maternelles et les écoles élémentaires, dans lesquelles il y a un programme spécifique qui s'appelle APS, pour apprendre à porter secours. Et c'est un programme sur l'enseignement des gestes qui sauvent, le corps humain, les secours, de la maternelle donc jusqu'au CM2. Et donc là, les enseignants étaient assez démunis en outils, surtout qu'ils ne sont pas forcément recyclés et formés pour enseigner le secourisme en classe. Et donc, nous avons adapté notre outil qui était pour le collège, pour les écoles primaires. Et la problématique d'Internet et que les élèves ne sont pas autonomes. Au collège, certains élèves se forment sur leur smartphone. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont. Aujourd'hui, c'est quand même très important le nombre d'élèves qui ont un smartphone ou sinon des ordinateurs dans l'établissement scolaire.
En maternelle et en primaire, c'était plus compliqué. Donc il fallait s'adapter et surtout que même dans les classes, ils n'ont pas forcément Internet dans les classes. Et donc nous avons adapté ce support et nous l'avons mis sur clé USB. Et pour accompagner l'enseignant pour enseigner ces gestes qui sauvent et le secourisme, eh bien on a développé cette mallette pédagogique. Je propose qu'on l'ouvre ensemble. Allons-y. C'est bien, en tout cas, vous êtes très pédagogue. Hein. Vous expliquez ça parfaitement, on suit. Alors, j'ai 2 jeux de cartes. Ok, un rouge, un jaune, jusqu'ici tout va bien. Vous pouvez aussi tourner en fait, dans l'autre sens. Il y a des couleurs différentes. Ah oui, pardon. Et un bleu, un vert. Donc, il y a 4 couleurs différentes. Donc, nous, les verts sur les plateaux, on n'aime pas trop, vous savez. Oui. Ça peut porter. Donc, il y a jaune, rouge, bleu et vert, avec des signes dessus. Donc, je vais vous expliquer ça. Comme les élèves ne vont pas être autonomes sur l'application, c'est l'enseignant qui va. Donc, là-dedans, il y a une clé USB avec le support numérique. L'enseignant branche ça sur son ordinateur. Il n'a pas besoin d'Internet et ça va être projeté sur les tableaux numériques. Et donc l'enseignant va faire participer les élèves sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils découvrent et comment ils pourraient agir. Mais comment faire participer les élèves? Et donc les réponses sont en couleurs et chaque élève a un jeu de 4 couleurs de carton. Et donc l'enseignant va demander aux élèves de choisir la bonne réponse. Et il lève le carton de la bonne réponse. D'accord. Pourquoi il y a des symboles dessus? Tout simplement, on s'adapte également aux daltoniens qui ne voient pas les couleurs. Et donc, il y a des symboles également sur les réponses et sur les cartes. D'accord. Alors, ça veut dire quoi, carré, cœur C'est juste des symboles pour que ceux qui ne voient pas voilà, c'est ceux qui ne voient pas les couleurs ou qui ne différencient pas les couleurs. D'accord. Ils aient ces symboles. C'est juste la réponse en question quand on répond, mais c'est pas un rouge pour mauvaise réponse, c'est un bleu pas pour... du tout. Non, c'est le choix de la bonne réponse qui apparaît comme ceci. C'est financé par les conseils départementaux? Alors là, aujourd'hui, c'est les écoles qui les financent, certaines mairies ou des mutuelles qui en achètent pour les offrir dans des établissements scolaires ou des centres aérés. D'accord. Voilà. On commence à peine, hein, donc c'est pas encore très connu et on n'a pas encore beaucoup communiqué. Et alors, ça suppose, j'imagine, qu'on explique aux enfants qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes très graves, effectivement, et qu'on peut mourir dans la seconde, sauf si, effectivement, on connaît les gestes qui sauvent. Est-ce que c'est pas compliqué d'aborder ce sujet avec les enfants? Est-ce qu'ils comprennent? Oui. Alors, il faut savoir que sur tous les outils que nous faisons, nous menons des expérimentations. Donc, avant de les sortir, on travaille bien sûr avec des professionnels de secours, mais aussi, là, on a travaillé avec des enseignants. On a travaillé avec des écoles pilotes. Et donc, on a testé l'outil. Et donc, pour répondre à votre question, j'étais très surpris parce que les enfants ont envie d'en parler et on s'est aperçu que dans la plupart des classes où je suis passé pour suivre l'expérimentation, la plupart des élèves avaient des anecdotes à raconter. Quel niveau de classe? Ils avaient quel âge, les enfants? Là, on était sur des classes de CP. D'accord, donc 7 ans à peu près. Voilà, et ils avaient déjà vécu soit directement, soit par un voisin ou un parent qui avait eu un accident. Et ils racontent déjà comment ça s'était passé, donc l'enseignant leur laisse la parole. Et à un moment donné, il faut arrêter parce qu'ils sont nombreux à avoir des choses à raconter. Donc ils ont également cette envie de savoir et d'apprendre à bien agir. Et souvent aussi de savoir comment sauver un copain ou une copine. Alors, les premiers gestes qui sauvent, est-ce qu'on peut en parler? Quels sont les premiers gestes à connaître? Alors, pour des enfants ou pour des adultes? Les deux, parce que c'est l'occasion que jamais de le dire. Hein. Il faut quand même que... Vous connaissez les gestes qui sauvent ou pas? Non. Voilà, moi non plus, vous vous rendez compte. Il faut que vous appreniez, parce que moi je suis hypochondriaque, donc au moins... Voilà. Vous voulez un massage cardiaque? Exactement. C'est ça? C'est un appel. Vous avez tout compris. Donc, que ce soit enfant ou adulte, le premier geste à connaître, ce sont les numéros de secours. Et dans APS, on va se limiter, nous, à un seul numéro. Dans le secourisme, il y a plusieurs numéros à prendre, mais il y en a un essentiel. Si vous devez en retenir qu'un seul, c'est lequel? Je sais pas, 112, le 15? Bien, ah 112. Le 112. C'est moi qui dis d'abord. Oui. Pourquoi, si on doit en retenir qu'un seul, c'est celui-là? Dites-moi, parce que je ne sais pas. Dites-moi. Mais c'est le seul qui va fonctionner également à l'étranger. Mais... Donc il va fonctionner en France, mais dans 2 autres pays européens. Et il va même fonctionner dans d'autres pays beaucoup plus éloignés, comme l'Inde, par exemple. Donc le 112 est étendu à de nombreux pays. Donc on a remarqué, et on a fait une expérimentation là-dessus, hein, si on faisait apprendre aux enfants le 15, le 17, le 18 pour les pompiers, le 112, ainsi de suite. Bon, après, il y a d'autres numéros hein, bien sûr. Pour le SAMU social, l'enfance maltraitée. Et bien en fait, ils s'en mêlent et ils font des erreurs. Et ils apprennent moins. Mais si on leur en apprend qu'un seul... Il n'y a pas que pour les enfants, je vous rassure. Hein. Ils le retiennent. Pour les parents aussi, je crois. Quand les adultes, c'est pareil. On avait un taux de 100% de réussite, alors que dans les classes, il y avait des élèves qui étaient décrocheurs, qui étaient en difficulté scolaire. Et bien même eux, ils arrivaient à retenir.
Donc, Alors, vous voyez, la motivation. quand il y a urgence, c'est sûr, on comprend. Le 112, 112, ok. Alors ensuite, l'autre, parce que comme le temps presse, Oui. l'autre, le geste qui sauve, deuxième geste qui sauve. Alors, deuxième geste, Ou premier geste, je devrais dire. une personne qui est inconsciente et qui respire, on va la mettre en PLS, position latérale de sécurité. Donc, on va la mettre sur le côté. Donc, ça va éviter qu'il y ait des reflux gastriques, des rejets, que la personne s'étouffe. Sur le côté, les jambes un peu recroquevillées, Oui, c'est ça. tout à fait. Et les bras sur le Les bras sur... posés. Voilà. D'accord. Une main sous la tête et l'autre sur le côté. Une main sur la tête et l'autre sur le côté. Il faut regarder quand même sur Oui, l'application il faut regarder Salvom. sur l'application. Et après, on a des vidéos également qui sont liées à l'apprentissage et on voit bien le geste. Ça, c'est si la personne, elle respire. Maintenant, si elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas, Il ne faut pas la bouger. alors on ne va pas la bouger, mais on va faire... Un massage cardiaque. Voilà. Et donc, on a ce petit Le fameux machin. massage cardiaque. Très bonne transition, effectivement. Alors, allez-y. Alors là, nous avons Ce fait... n'est pas un buzzer. Alors, moi, je Non, pensais c'est que pas un c'était buzzer. Non. Donc, en fait, Mais rapidement, parce qu'on va devoir oui, rendre on ne peut pas amener, chacun n'a pas un mannequin chez soi et il fallait un prix accessible. Donc, on a créé, après 2 ans de recherche et développement, cet outil qui est une mousse qui va se compresser. À l'intérieur, il y a des tissus. On va les sortir. Voilà. Vous avez 3 morceaux de tissu. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Et on a un personnage, donc notre mannequin, et on vous dit où il faut masser, à quel niveau du thorax. Donc, vous mettez... Oui, donc on imagine toujours que le cœur est à gauche. Oui, à ma gauche, c'est ça, tout va bien. En fait... Il est plutôt au milieu. Il est plutôt au niveau milieu, du faut le redire sternum, quand même à chaque et fois, il déborde un peu sur le poumon gauche. Là. C'est pour ça que le poumon gauche est un peu plus petit. Mais il faut masser au milieu, ici. Et donc là, on a 2 autres petits tissus Ouais. qui représentent en fait les électrodes, parce que les gens sont paniqués avec les défibrillateurs. Oui. Et il faut également utiliser un défibrillateur. D'accord. Et donc, à vous de les positionner correctement. Donc, c'est ici et ici. Et donc, vous pouvez vous entraîner. Ici, c'est-à-dire au niveau de l'épaule là. Voilà, ici, au niveau D'accord. en haut de la poitrine, Ok. et sur le flanc gauche. Tout Et sur simplement le pour flanc, pouvoir regarder. ici. Quand le courant va passer, entre les deux, il passe par le cœur. Par le cœur. D'accord, mais alors, donc ça veut dire que j'ai quelqu'un qui est assis, allongé, qui ne respire pas. Pas assis, qui est allongé. Assis, Malaise pardon. cardiaque. Qui ne va pas bien du tout et qui est allongé, qui ne respire pas. Massage cardiaque. Donc là, j'apprends à faire quoi? Alors là, vous allez apprendre le massage cardiaque, parce que la mousse se compresse, et on a vu donc avec des formateurs, et là, vous allez apprendre le massage cardiaque, à bien vous positionner, et il faut la compresser complètement. Essayez, et c'est la compression à peu près. On fait tout ici sur Grand JT. C'est le même effort que vous aurez pour compresser la cage thoracique d'un adulte moyen. Et ça, vous allez devoir tenir 3 ou 4 minutes le temps que les secours arrivent. D'accord. Donc, ça Et vous c'est fera- de manière régulière? On appuie de manière régulière? Ou Oui. c'est tous les combien? Alors, c'est 100 à 120 compressions par minute. Donc, un rythme soutenu. Ah oui, oui. On dit souvent que c'est le rythme de la chanson Staying Alive. Donc, il y a d'autres chansons. D'autres chansons Exactement. Je le fais très bien. Bah écoutez, excusez-moi, mais je suis live. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc, Les là, Bee Gees. voilà. Et donc, ça vous permet de vous entraîner chez vous. Et là, vous avez un QR code. Vous le scannez. Donc, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a un formateur qui vous explique comment reconnaître l'arrêt cardiaque, comment utiliser le Push for Life pour vous entraîner et pour que le jour J, vous soyez opérationnel et vous sachiez réagir. Et là, Génial. pas plus que tard qu'hier, il y a un cycliste qui a été sauvé, qui a fait un malaise et qui a été sauvé par des gens, des témoins qui savaient faire les gestes qui sauvent. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci 1000 fois d'être venu pour me parler effectivement de l'application Salvom, Pierre Sabin. Et si vous êtes d'accord, le prochain atelier que vous organisez, Mickaël et moi, on viendra apprendre les gestes qui sauvent. Avec plaisir. N'est-ce pas? Oui, vraiment. Ça Et notre camarade Loïc Landreau aussi, qui sera sur qui est sur l'émission On viendra et qui sera de la partie. On va tous apprendre les gestes qui sauvent, car on devrait tous les connaître et on devrait tous les apprendre à l'école. Exactement. C'est une priorité pour tout le monde. Merci 1000 fois, application Salvom donc, et puis effectivement le jeu qu'on peut retrouver, la mallette, voilà, qu'on peut retrouver du coup pour les plus jeunes. Eh bien Mickaël, puisque vous êtes là, je suis ravie de vous retrouver pour la fameuse chronique Quoi de neuf sur les réseaux? On y va. Alors Mickaël, vous nous parlez aujourd'hui d'un phénomène qui est de plus en plus répandu chez les jeunes, c'est le syndrome hikikomori. Qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, c'est du japonais, vous avez peut-être reconnu. C'est un terme Je vous remercie. utilisé pour désigner des personnes en situation d'isolement extrême, des personnes recluses chez elles et coupées du monde. Alors justement, pourquoi utiliser un terme japonais? Parce que ça existe partout dans le monde, non? Alors c'est apparu d'abord au Japon, effectivement. Vous savez que c'est le pays du jeu vidéo, le Japon. Eh bien, c'est un phénomène qui est très souvent lié aux jeux vidéo et à l'addiction qu'il crée chez certaines personnes. Et le problème, on le disait au début, c'est que des hikikomori, eh ben, il y en a de plus en plus. Et pas seulement au Japon, on retrouve ce syndrome chez de plus en plus de jeunes Américains, mais également en France. Et on peut même dire
que l'épidémie de Covid-19 a favorisé son développement. On a parlé de phobie scolaire cette semaine dans le Grand JT de l'éducation. Est-ce que d'une certaine façon, ça s'y apparente? Oui, sauf que dans ce cas-là, il existe deux types de situations, Virginie. Celle dont la dépendance aux jeux vidéo crée chez l'ado la phobie de l'école. En gros, il y a une dépendance liée, comme celle liée à l'alcool ou aux drogues. Ça veut dire qu'il y a un manque lorsque le jeune ne joue pas et qu'il est en cours. Il faut à ça rajouter le fait que les parties ont souvent lieu tard la nuit et qu'il n'arrive donc pas à se lever le matin pour aller à l'école. Autre cas de figure, la phobie scolaire s'explique pour toute autre chose, harcèlement, dépression, timidité extrême. Face à un sentiment d'impuissance et de vulnérabilité, les jeux vidéo semblent un refuge idéal. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, puisque là aussi, il y a une dépendance qui se crée et qui vient accentuer le phénomène de phobie scolaire. Mais c'est effrayant ce que vous me racontez, en fait. Ouais, il faut comprendre que ces jeunes jouent en ligne parfois 70 heures par semaine, enfermés dans leur chambre ou dans des salles de jeu. Ça fait 10 heures par jour quand même, c'est énorme. Coupés du monde, ils ont déserté l'école et rompu tout lien avec l'extérieur. Et c'est un cauchemar pour les parents. Je vous propose d'écouter le témoignage de Marion. Elle racontait il y a quelques mois sur France Culture comment elle avait découvert ce que faisait son fils la nuit et pourquoi est-ce qu'il n'arrivait plus à se lever le matin pour aller à l'école. Et une nuit, à 3h, je vais voir dans sa chambre. Et effectivement, en plus, il avait mis les couvertures à la couette de telle façon qu'on a l'impression qu'il y avait un corps qui dormait. Et en fait, il n'était pas là. Et c'est là que j'ai découvert que lui et quelques-uns de ses copains passaient des nuits dans des salles de jeux vidéo ouvertes non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savais qu'il y en avait une à côté de la maison. Et à 3h, régulièrement, je me suis retrouvée dans ces salles en hurlant « Alexis, qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison !» Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il passait des heures. Les heures qu'il ne passait pas à l'école, il les passait dans ces salles de jeu. Voilà, Hikikomori ou No Life, le fils de Marion, s'est progressivement enfermé dans cet univers. La journée, il vit cloîtré dans sa chambre, ne descend plus que rarement pour les repas et rechigne à se rendre au collège. Et vous me disiez tout à l'heure, en fait, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vivent de cette façon-là? Oui, alors quelques chiffres, et puis après on reviendra sur l'histoire de Marion et son fils, car vous verrez que la fin est plutôt surprenante. Au Japon, le phénomène est énorme, 541 000 personnes concernées en 2016. Il n'existe pas de chiffres précis plus récents, mais on sait que ça augmente. En France, il y a environ 5 à 9% des adolescents qui sont touchés par une addiction aux jeux vidéo, et l'écrasante majorité sont des garçons. Non, mais surtout qu'en plus, l'addiction aux jeux vidéo, c'est pas innocent, parce qu'en plus, il y a les plateformes de discussion qui sont à côté, donc c'est vraiment très, très compliqué. Alors donc, qu'est-ce qui se passe pour le fils de Marion depuis? Oui, je voulais tout de même terminer par une touche positive. Évidemment, chaque histoire est unique, mais celle de Marion se termine bien, finalement, heureusement, pour elle et pour son fils. Marion a tout essayé pour ramener son fils dans le droit chemin, et surtout sur le chemin de l'école, séance chez le psy, punition en tout genre, suspension d'argent de poche. Un jour, elle apprend sur Internet que son fils participe à un tournoi à la Paris Games Week. Vous savez, c'est le salon annuel dédié aux jeux vidéo qui est devenu un événement mondial à Paris. Elle décide d'y aller avec le papa sans le dire au fiston. Arrivé là-bas, grosse surprise, écoutez la suite. Une ambiance de concert dans la salle, des jeunes, enfin c'est absolument bondé. Il y avait 2 commentateurs sportifs de e-sport, donc, puisque ça s'appelle du e-sport, qui étaient là avec micro-cravate, qui parlaient très très vite. Enfin, c'est des codes, des espèces de codes bizarres. Parce que j'en ai déjà entendu au foot, évidemment, donc ils parlent pas si vite, mais là, ils parlent très très vite, on ne comprenait pas. Je vois mon fils sur l'estrade, retransmission sur écran géant, donc je vois son visage en énorme. Et donc, il participait à un tournoi à la Paris Games Week, commenté par ces 2 commentateurs, avec des gamins qui se lèvent et qui hurlent et qui crient son nom, Alexis, Alexis. Voilà. Et donc, du coup, il gagne sa vie comme ça? Il gagne sa vie comme ça. Aujourd'hui, Alexis a 24 ans. Il est devenu joueur professionnel de e-sport et il gagne sa vie, il la gagne bien même. Alors, malheureusement, tous ne s'en sortent pas aussi bien que lui. Loin de là, d'ailleurs. La phobie scolaire et les problèmes d'addiction aux écrans et aux jeux vidéo chez les jeunes sont graves et doivent réellement être pris au sérieux. Voilà, il y a effectivement le temps d'écran, les jeux vidéo, le No Life dont on parlait, et puis effectivement les discussions sur ces plateformes-là avec des gens qui n'ont pas de bonnes pensées. Donc très, 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 très attentifs à ce qui se passe en ligne. Merci beaucoup, Mickaël. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Malika Ménard reçoit Sandra Lou.
Tu as quand même obtenu un BTS? Alors, j'ai fait un bac littéraire d'abord. Moi, j'ai fait un truc qu'il fallait surtout pas faire. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai misé tout mon bac sur une matière, la philo, qui était coefficient 7. Je n'ai rien, quand je te dis que je n'ai rien révisé du tout, ni de l'anglais, ni de l'histoire géo et du reste, surtout des maths. On a compris les maths. Hein. Mais oui, je suis désolée, j'aime pas les chiffres. Mais je me suis retrouvée à tout miser sur ça. Et j'ai eu 18. Une chance quand même, mais monumentale. Énorme, philo, 18 x 7, coef 7, c'était génial. Mais sinon, du coup, je m'étais foirée... un bac avec une mention, non? Non, même pas, parce que comme j'ai un peu foiré derrière les autres matières que je n'ai pas révisées, j'avais juste une moyenne, tu vois, sur tout le reste. Donc j'ai eu le bac pile poil. Je devais être à 12, je crois, mais point. Basta. Mais mince, ta question. Du coup, pourquoi tu fais le BTS si tu veux faire orthophoniste? Alors, j'ai fait ça en plus entre les Miss. Quand j'ai fait les Miss, on m'a proposé de faire ça chez Pigier. Et j'ai commencé ce BTS et en fait, j'ai pas aimé. Donc en fait, je suis partie direct après pour faire orthophoniste et j'ai fait mes 2 années de psycho derrière. Oui, donc à ce moment-là, tu cherchais encore quand même... Oui, parce que quand j'ai fait les Miss, justement, on m'a proposé de faire une orientation chez Pigier en me disant ce sera formidable. C'est l'organisation donc parallèle à Geneviève de Fontenay qui te propose de faire ça? Oui, mais je les ai suivis. Mais comment ça se fait? Je sais. Mais ils drivent votre vie carrément? Parce qu'ils voulaient que je fasse de la communication derrière. Je pense qu'ils voulaient déjà peut-être me réutiliser, tu sais, comme on le ferait aujourd'hui. Le groupe de Pigier, tu veux dire? Oui. C'est comme le groupe Media School aujourd'hui qui te forme pour la communication. C'est un groupe d'écoles, de campus qui ont été créés en France, mais indépendants, privés. Mais à quel moment ils décident de ce que tu vas faire? Toi, c'est quand tu as déjà gagné? Ah oui, moi j'avais déjà gagné, j'avais déjà fait mon année avec eux, ils me connaissaient, ils me disaient mais t'es bonne en communication, il faut que tu fasses... Et puis moi, je voulais toujours être orthophoniste. Donc j'ai quand même tenté, tu vois, mais j'ai fait 6 mois et puis je me suis dit j'arrête. Pour leur faire plaisir en fait? Pour tester parce que j'aime bien tester. Tu te dis, s'ils pensent que je suis bien dans cette voie-là... Oui, je les ai crus. Ils ne se sont pas trompés, quoi, que la communication, c'était fait pour moi, mais pas là, pas à cet instant-là. Donc, après, il y a eu la comédie, finalement, c'est ça? Et puis, après, la télévision, quoi. Oui, c'est ça. Et là, ils ont pas essayé de revenir vers toi? Non, ça va. Personne ne m'a plus jamais recontactée. Quand il y a eu des anniversaires, tu sais, pour les 10 ans de Miss, je sais plus quoi, machin, on m'a appelée. On m'a dit, est-ce que tu veux venir? J'ai refusé. Donc, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce comité. Je ne sais même pas ce qu'il devient, à vrai dire. Je suis, par contre, toujours les élections de Miss France, mais... avec Sophie Tellier et j'aime beaucoup Sylvie Tellier, j'ai dit Sophie. C'était pas la seule à faire ça. Sylvie, pardon. En plus je la connais bien, la pauvre. Donc non, j'ai pas voulu, si tu veux, partir sur un autre comité et me renseigner là-dessus. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sandra Lou pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. C'est la fin de ce grand JT, Mika. Merci beaucoup. Merci, à demain. Oui, à demain, tout à fait. Pour ceux qui veulent revoir l'émission, eh bien, schooltv.com ou canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe, à Héloïse Merlin au son, à Mani Pézèche à la réalisation, à Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction et à Laure Audemont pour le make-up. Ciao.